bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Aude Motondon qui va venir en fait parler avec moi sur le sujet du blog, puisque c'est une question qui est souvent revenue sur les personnes qui créent des sites notamment, ou même sur la partie création de contenu. Et tu vas voir à travers nos échanges qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'utilisation et l'animation d'un blog et celle des réseaux sociaux. On a également un petit peu parlé organisation, on a un petit peu dévié du sujet, mais je pense que c'était important qu'on en parle parce que justement par rapport à la rédaction, à la régularité, etc., on avait des petits tips à te partager. Donc j'espère que cet épisode te plaira et puis je te laisse rejoindre notre conversation. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut Aude. Salut. Ça va bien ? Très bien, très bien. De bon matin, nickel. C'est ça. Alors de bon matin, il est fin de matinée, mais il faut savoir qu'au des mois on a eu... C'est ça, au des mois on a eu une nuit difficile, donc mais cet épisode va bien se passer. Ça. La bonne humeur est là et c'est tout ce qui compte. Voilà, donc aujourd'hui je reçois Aude, justement, on va pouvoir parler, comme je te l'ai déjà dit dans l'introduction, de la partie blog et de tout ce qu'on va faire autour de ça. Pour remettre le contexte rapidement, pour ceux qui ne savent peut-être pas, en fait, Aude et moi, on se connaît déjà depuis pas mal d'années, en fait, mine de rien, puisque à un moment, on s'est retrouvés à travailler dans nos anciennes vies salariées, dans la même entreprise. Et du coup, donc toi, tu étais sur la partie service marketing, et moi, j'étais un petit peu couteau suisse, chef de projet. Je faisais un peu pas mal de choses à ce moment-là. Sur tous les fronts. C'est ça. Et du coup, on a été amenés à travailler ensemble sur des blogs pour des clients. Et ou aussi des fois sur la mise en place de blogs, sur des sites, etc. Donc toi, moi j'ai quitté cette entreprise, toi aussi tu l'as quitté un petit peu plus tard, t'es parti faire un autre contrat, on en parlera après, et depuis peu, là, tu es revenu dans tes terres natales et tu t'es mis à ton compte, c'est ça ? Donc Aude Orgis de Bretagne, donc pas très loin de chez moi, on n'est pas si loin l'une de l'autre que ça, géographiquement parlant. Tout à fait. Et donc, à vol d'oiseau, on n'est pas si loin. C'est ça. C'est vrai en plus. Et puis du coup, aujourd'hui, le but c'est que justement, on parle un petit peu de ton expertise par rapport à tout ça. Donc déjà, est-ce que tu peux présenter un tout petit peu ton parcours dans les grandes lignes et un petit peu plus précisément ce que tu fais maintenant que tu es à ton compte ? Alors, je suis consultante en communication web. J'aide les entreprises et les travailleurs indépendants à booster un peu leur visibilité sur le web avec de la conception de sites web vitrines WordPress, un accompagnement, stratégie éditoriale et surtout de la rédaction de contenu web, optimisé pour le référencement, pour être bien visible à travers les moteurs de recherche. Et donc, comme tu le disais, on s'est rencontrés, nous, en agence web. À ce moment-là, j'étais community manager et puis social media manager et j'ai travaillé la mise en place de blogs et c'est là où j'ai fait mes premières armes sur la rédaction web en collaboration avec des chargés de référencement, donc ce qui m'a donné une base technique aussi pour bien optimiser mes écrits. Et puis après, j'ai pris mon envol vers une autre entreprise qui était un office de tourisme, parce que j'ai un peu cette spécialité-là sur le secteur du tourisme. J'ai c'est vrai. Une licence professionnelle en alternance sur le sujet du tourisme. Et donc, je suis restée 6 ans dans cet office de tourisme où j'ai aussi géré d'autres projets numériques, la création et la refonte de sites web, la mise en place même de projets tels des web apps, par exemple la mise en place de carnets de voyage personnalisés pour les voyageurs. Où, j'ai pu rédiger aussi tous les contenus et puis j'ai rédigé des contenus donc, pour l'écosystème de sites et pour le blog de destination. Voilà, et puis donc en 2022, je me suis lancée dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Et avec le soutien de mon entourage professionnel et personnel, donc ce qui était plutôt sympa. Voilà. Du coup, là, à quelque chose près, ça fait bientôt 1 an que tu es lancée, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Début octobre, 1 an, ouais. Ouais, donc nous, on enregistre à peu près mi-septembre, donc on est pas loin de fêter tes 1 an d'entrepreneuriat. Bientôt l'anniversaire. C'est ça. Pour ceux qui écoutent le podcast début octobre, on peut vous laisser aller sur l'Instagram ou le LinkedIn de Aude pour lui souhaiter un bon anniversaire d'entrepreneuriat.
Vous seriez adorable. Et du coup, juste avant qu'on commence le sujet pur et dur d'ailleurs, comment est-ce que toi tu le sens, cette première année d'entrepreneuriat, si tu devais le résumer, je sais pas, en quelques phrases? Alors, en quelques phrases, je pense que ça a été très enrichissant, enfin, tu vois, humainement, professionnellement, parce que du coup, je trouve que t'as cette notion de mise en relation. Alors moi, je sais qu'à mon lancement, j'ai suivi un coaching business, donc ça m'a permis aussi de me mettre en relation avec d'autres entrepreneurs à ce moment-là. Oui, c'est vrai que toi, tu as commencé direct avec un coaching et ça, je pense que c'est quelque chose qui déjà est hyper intéressant et je pense aussi que c'est quelque chose que beaucoup plus de gens font aujourd'hui quand ils se lancent parce que c'est plus connu depuis 2020, on va dire. Il y a plus de choses autour de ça et on ose plus se faire coacher dès le départ et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ouais, complètement, parce que ça m'a permis de poser quand même des bases et puis voilà, enfin clairement, j'y connaissais rien à l'entrepreneuriat, j'avais pas forcément de modèle en plus dans mon entourage à moi, donc ça m'a permis de poser vraiment des premières bases, de savoir un peu où aller. Après, je dirais que c'est aussi beaucoup de détermination, de remise en question, tu vois, pour toujours évoluer, pour aller sortir de sa zone de confort, tu vois, sur certaines thématiques et autres. Et je trouve du coup ça très intéressant parce que ça te booste un peu à te dépasser, à tester de nouvelles choses, quoi. Je trouve que c'est ça, l'autre mot, ce serait expérimentation, quoi. C'est que tu fais plein de petites choses, t'évolues, tu fais évoluer aussi ta vision et c'est super sympa, quoi. C'est très itératif de toute façon comme processus de manière générale et je pense que tu vois moi au bout de 10 ans, alors je dis 10 ans même si en vrai ça fait moins dans le sens où j'ai été salariée temps partiel etc parce que quand on s'est connus j'étais déjà à mon compte mais c'était vraiment secondaire. Là ça fait on va dire 4 ans vraiment que je suis à fond dedans, dont 3 ans où je suis que freelance, je ne fais que ça et en fait oui je pense que c'est une itération de toujours, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait vraiment de fin à ça. Ouais, complètement, ouais. Et donc, du coup, avec toute cette expertise-là, moi, j'avais très envie qu'on puisse parler justement blogging, référencement et autour de ça. Et justement, on s'est posé des questions ensemble sur quel serait l'angle d'attaque le plus intéressant. Et par rapport au référencement et même comme tu parlais de community manager, ou ce qu'on peut aussi appeler, d'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue avec Mélanie dans un autre épisode, de content manager, en fait, aujourd'hui. Parce qu'en fait, alors, il y a community builder, community manager, bien sûr, mais c'est vrai que c'est beaucoup de création de contenu, même s'il y a l'entretien de la communauté, mais c'est vraiment de la rédaction, de la création, etc. Et donc, du coup, pouvoir discuter un petit peu autour de ça. Et il y a beaucoup de gens, que ce soit lors de la création d'un site ou quand j'échange avec eux pour leur stratégie de contenu, qui viennent me voir justement en me disant « Est-ce que je dois avoir un blog ?» ou, alors, on l'appelle blog, actualité, comme on veut, mais est-ce que je dois avoir un endroit où j'ai régulièrement des choses qui sont mises à jour, des articles, etc. Pour beaucoup, ça fait peur parce que ça veut dire qu'il faut de la rédaction, il faut poster, il faut être régulier. Et puis, c'est en parallèle des réseaux sociaux, donc ça veut dire qu'il faut être présent et actif sur le blog, sur les réseaux, etc. Donc, ça peut faire peur. Et déjà, la première question qu'on me pose toujours, c'est donc, est-ce qu'il en faut un dans le sens, est-ce que c'est utile d'avoir un blog? Tu répondrais quoi à cette question-là? Alors, je dirais que déjà, avant même de penser l'utilité, tu as aussi déjà posé quelque part le cadre stratégique. Effectivement, comme tout outil, comme tu disais, après tout est un petit peu lié, mais quand on se lance sur un outil, de se dire est-ce que ça sert bien mes objectifs globaux et quel serait son objectif à lui, tu vois, quelque part à qui je m'adresse, est-ce que le public en face, est-ce que c'est un type de format qu'il apprécie, dans lequel il se retrouve et qu'il peut bien s'approprier, quels sont mes piliers de contenu, est-ce que j'ai déjà une visibilité sur ce que je peux dire, sur ce que je peux alimenter à l'intérieur, quel sera mon style rédactionnel, parce que mine de rien, pareil, c'est comment je m'adresse aux gens. Bon, après, si on a déjà une communication, tu vois, sur d'autres outils, c'est une chose, mais vraiment bien calé pour avoir une mise en cohérence de tout ça. Et puis, comme tu le disais, quelles sont mes ressources, tu vois, humaines, même techniquement, financièrement, est-ce que je me fais accompagner, est-ce que je me fais pas accompagner parce que potentiellement j'ai pas la ressource temps par exemple, mais j'ai la ressource financière. Versement, j'ai peut-être pas la ressource financière, mais j'ai la ressource temps, donc comment j'articule tout ça, et ça permet après de se dire je peux passer à la question utilité et de me dire déjà, est-ce que dans les questions que je me suis posées avant, est-ce qu'il y a quelque chose qui se confronte déjà à cette première notion-là, sachant que pour s'investir dans le blog,
Je pense qu'il faut vraiment avoir une notion de vision long terme, tu vois, par rapport à son Oui. activité, quoi. Si tu as une activité qui change tous les 2 mois, clairement, là, ça vaut pas le coup d'avoir un blog, quoi, parce que ça va te demander de l'investissement, ça va te demander une certaine projection, et ce Ouais. ne sera pas un canal de communication adapté à tes besoins, mais même autre canal, c'est compliqué parce que même sur un autre canal, je dirais qu'il faut quand même avoir une certaine visibilité, Ah bah mais oui. mais, mais là, pour le coup, ça nécessite vraiment d'avoir une vision long terme. Après, par contre, ça Mmh. offre de belles retombées, tu vois, à moyen et long Oui. terme. Bah, bien sûr, tu peux gagner en visibilité, en termes de référencement, donc en termes de position sur des mots-clés stratégiques, sur les expressions Mmh. tapées par les internautes dans les moteurs de recherche. Parce Oui, que bah oui, ça sert à finalement, l'inbound surtout, au ouais. fur et à mesure, tu vas alimenter ton blog et tu vas pouvoir saisir des opportunités, de te positionner voilà, sur un certain nombre de mots-clés. Ça va permettre de se positionner aussi un peu en leader d'opinion sur sa thématique, sur Mmh. son secteur d'activité, que ça soit dans le partage de ta propre vision, mais aussi peut-être à travers des échanges avec d'autres personnes, des personnes Ouais. invitées, des collaborations, etc. Ça peut permettre aussi d'attirer quelque part des prospects qualifiés parce que voilà, ils se retrouveront potentiellement dans le contenu partagé, que ça Mmh. soit sous forme d'actualité ou sur le partage, tu vois, d'un positionnement, dans les valeurs transmises, ça permet de se Mmh. dire ah cette boîte, je voudrais bien travailler avec elle parce que je me retrouve dans ce qu'elle me raconte, je me retrouve Mmh. dans le retour de ses clients, c'est une expérience que je voudrais vivre aussi, et c'est pour ça que je voudrais travailler avec eux. Et puis voilà, ça permet potentiellement même parfois de mettre en scène son offre et service d'une manière différente, encore Mmh. différente de celle des réseaux ou quand on est dans un discours voilà, de vente même en direct. Donc ça permet de voilà, donner un autre angle tout en répondant, toujours avoir ça en tête, à des problématiques que rencontrent ou voilà, des besoins que peuvent avoir les lecteurs de l'audience finalement, Oui, bah oui. de notre blog, quoi. Donc, Mmh. j'oublie certainement un certain nombre de retombées, mais c'est-à-dire qu'il y en a, voilà, ça peut être Oui. très, très large. Oui, je dirais que même techniquement, ça apporte aussi de la crédibilité au site web. Par exemple, si Ouais. on parlait tout à l'heure de collaboration avec, ça peut être même avec d'autres entreprises ou avec Oui. d'autres partenaires, ça fait des liens entrants vers notre site internet, et ça, c'est aussi bon finalement pour notre référencement. Donc tous ces petits éléments mis bout à bout, forcément ça apportera quelque chose en termes de notoriété et de conversion si on arrive à bien retravailler après notre article de blog pour faire la liaison avec ce que l'on peut proposer à nos clients, quoi. Puis ça amène une certaine antériorité aussi sur le internet. Ouais, C'est-à-dire que si tu écris des articles de blog, je dis n'importe quoi, hein, mais ne serait-ce que on parlera après de rythme, mais ne serait-ce qu'1 ouais, par mois depuis, 5 ans, quand les gens tombent sur ton article qui a 4-5 ans, alors peut-être qu'il est pas forcément à jour, bien sûr que les choses évoluent, mais il y a ce côté où, ah, l'entreprise elle est là depuis un certain temps et pour aider le référencement, se créer de l'antériorité sur internet de manière générale, c'est vrai que c'est utile parce que même si les posts sur les réseaux sociaux vont servir le référencement et vont l'aider, mmh. c'est rare que quelqu'un qui tape une requête tombe sur un post en particulier, va plutôt tomber sur des articles de blog, sur des Oui, articles au c'est sens ça. large du terme, qui traitent un sujet. Et puis il faut se dire que, comme tu dis, déjà tu as la vision d'un peu de l'antériorité, et puis qu'un article, une fois qu'il est sorti, peut encore vivre. Donc on peut se dire, même Oui, on peut c'est remettre un gros avantage. à jour, on peut faire de la liaison entre différents articles en disant ça c'était une vision à un instant T, et hop, n'hésitez pas à Mmh. consulter tel article, voilà, pour voir un petit peu en plusieurs parties, en voir justement, comme tu dis, même sur l'analyse un peu, ça montre qu'on évolue aussi avec son secteur, qu'on est en veille quelque part sur ces évolutions et qu'on peut les partager. Donc ouais, c'est vrai que ça montre l'évolution dans le temps. Puis il faut se dire Ah que bah ça oui. peut être un outil potentiellement où quand on peut avoir réellement la main dessus aussi, quoi. Donc on peut Mmh. potentiellement récupérer son contenu. Voilà, c'est quelque chose qui nous appartient et notre levier à nous. Euh, Ouais. Ce qui peut des fois être intéressant. C'est-à-dire que voilà. Ah bah oui, et je trouve ça important parce que je pense qu'en termes de si on devait associer par exemple un blog à des réseaux sociaux, on se rapprocherait beaucoup plus de Pinterest ou de YouTube avec Mm. ce côté, long-termiste et entre guillemets,
slash moteur de recherche, Ouais. puisque l'avantage, et c'est ce que tu as dit, et je trouve ça hyper important de le garder en tête, c'est qu'un article de blog, après sa publication, il vit encore super longtemps. Et puis tu peux le mettre à jour, tu peux le réécrire dessus, etc. Il va vraiment vivre sur du long terme. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté, ce contenu, il n'est pas éphémère. Il est vraiment là pour être ancré à un moment T et après à se développer au fur et à mesure. Parce que par exemple, sur Pinterest, on estime que la durée de vie d'une épingle est à peu près 1 an, ce qui est énorme par rapport à tous les autres réseaux sociaux. Ouais. Bien sûr, on ne consomme pas du Pinterest comme on consomme du Instagram ou même Twitter, on est d'accord. Mais il y a ce côté qui est beaucoup plus ancré, qui est beaucoup plus référentiel et qui est beaucoup plus long-termiste, justement, en termes de stratégie. Et c'est d'ailleurs, je pense, de mémoire, la première chose que tu as dit, c'est que si tu es là pour changer toutes les deux semaines, ou voilà, c'est pas qu'un blog, c'est impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. L'idée, c'est d'avoir quand même une volonté sur du long terme. Ouais, c'est ça. C'est qu'en termes d'investissement, ça te demande un investissement un petit peu quand même plus long pour en récolter les fruits. Donc... c'est-à-dire que si tu le cultives pas de manière quand même très... voilà, et puis il faut apporter une cohérence aussi pour l'audience. Là, c'est même plus ça par rapport aux thématiques, c'est qu'à la fin, tu sais plus ce que tu viens chercher sur, complètement. Ton blog. C'est plus même là pour la cohérence quelque part de la communication. On peut perdre un peu le prospect. Bon, après, si c'est fait comme tu dis, ça peut être fait intelligemment, etc. Mais quand même, c'est plus compliqué. C'est plus facile d'être référencé sur un sujet, en fait. Voilà. C'est comme si, je sais pas, t'avais un potager et en fait, t'as 2 personnes. T'en as un, il va planter, j'ai n'importe quoi, il va planter des salades et il va vraiment attendre qu'elles grossissent, qu'elles soient superbes, il va pouvoir les couper, les manger, il va replanter, il va faire attention, etc. Et là, après, il sera connu comme la personne qui fait des salades et des super salades. Et à côté, t'as celui ou celle qui va, par exemple, planter des salades. Et puis, au bout de 2 semaines, en fait, il va enlever, il va mettre des carottes. Et puis, en fait, il va enlever, il va mettre autre chose. Et à chaque fois qu'on vient, c'est jamais la même chose. Et puis, c'est jamais prêt parce que ça n'a pas eu le temps de c'est pas pousser, forcément etc. la même manière de le cultiver, c'est pas la même manière de... Donc, à un moment, où j'habite. C'est ça, en fait. C'est important, je pense, parce que... je pense que dans ce cadre-là, il n'est pas posé. C'est vrai que c'est quand même un peu plus... C'est ça. Ça n'empêche pas de traiter plusieurs thématiques, ça n'empêche pas un certain nombre de choses. Bien sûr que tu peux pivoter, bien sûr que tu peux avoir plusieurs thématiques, bien sûr que mais il faut le faire de manière intelligente, comme tu dis, c'est ça. Et cohérente, surtout. C'est ça, et logique, quoi. Mais en fait, finalement, dans la communication, on va pas se mentir, il y a beaucoup de bon sens aussi. Et voilà, il faut vraiment avoir cette notion de bon sens et de se dire, bon, est-ce que là j'ai une cohérence, j'ai une trame logique qui se dégage? Si oui, et puis que moi en termes de positionnement, je suis claire où je vais, comment je vais et comment je le retranscris. Donc dans ces cas-là, c'est déjà on est sur une bonne base, quoi. Je pense que si on devait résumer la réponse à est-ce qu'un blog c'est utile, bien sûr que ça l'est, mais tout dépend, comme tu l'as dit, de la stratégie, des besoins, des objectifs au départ et de comment est-ce que tu le vois, l'utilisation, la vision que tu as du blog et de ce à quoi il va te servir. C'est-à-dire que lancer un blog pour lancer un blog, c'est pas ça va pas être utile. Lancer un blog pour faire 2 articles et puis jamais revenir dessus, ça non plus. Donc il faut faire attention à tout ça, C'est ça, et puis honnêtement, c'est qu'on sait aussi que derrière, l'investissement, en termes de motivation, si on lance un blog pour lancer un blog, clairement, on ne le tiendra pas. Parce que, c'est compliqué, oui. Parce que derrière, ça va être compliqué d'aller chercher les idées, d'aller... parce que déjà, on n'a pas pensé à la stratégie, on n'a pas pensé à où on va. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, effectivement, quoi. Oui, c'est comme n'importe quel réseau social, en fait, il y a un plan de communication à avoir derrière, il y a une stratégie à réfléchir, il y a des objectifs à atteindre et il y a une volonté de partager un certain type de contenu, peu importe la forme, mais un certain type de contenu, et de devenir une référence sur un sujet en particulier, en tout cas. Complètement, T'as déjà vu des cas de blogs, alors dans les 2 sens, un cas ou plusieurs qui ont vraiment pas été utiles, voire, je vais pas dire décrédibilisants, mais presque, ou à l'inverse, des cas de blogs qui ont vraiment changé quelque chose en termes de visibilité pour l'entreprise, ou ce genre de choses-là? J'ai pas forcément en tête. Après, c'est plus sur la notion potentiellement de ce que j'ai pu voir, même tu vois, en création de site, où souvent on demande actualité parce qu'on nous dit il faudrait avoir des actus, etc. Et en fait, quand tu l'inclus dans une notion comme ça, je veux juste avoir un blog actu parce que ça peut être utile de temps en temps.
l'entreprise l'utilisera jamais, quoi. Donc, je suis plus Bah, c'est ça, en de se fait. dire, bah, dans ces cas-là, ça peut être vu dans un deuxième temps, quand on est à maturité sur la communication et qu'on se dit, là, j'ai pu travailler, voir un peu d'avance. Que tu avais fait un Mmh. post sur les 6 mois d'avance, tu vois, sur ta chaîne YouTube, mais tu vois, c'est la même logique de se dire, bah là, j'en ai un petit peu sous le pied, et puis je sais où je vais, je sais comment j'y vais, et puis bah, du coup, ça permet de lancer vraiment une dynamique et de s'y lancer, mais pour de vrai, quoi, entre guillemets, quoi. Mais C'est ça. de l'intégrer parce qu'on m'a dit que, parce que j'ai Ouais. vu que, parce que j'ai envie de faire comme le voisin. Mmh. Non, faut vraiment y aller pour voilà, avec son idée en tête. Après, si j'ai peut-être pu voir sur des clients touristiques, tu vois, ou quelque part, Oui. c'était des contenus autour du territoire, sur de l'info pratique, sur du conseil à valeur ajoutée, tu vois, sur les sites à proximité et autres. Et au final, ça leur a apporté quelque chose parce que répondait à un besoin Mmh. client, tu vois, touriste. Et au final, ils se sont dit, ah, mais ça, c'est à côté, en fait, c'est pas si loin. Mmh. Et que, en fait, ça permet après d'aller réserver l'hébergement parce qu'on se dit, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est peut-être d'être entre tel et tel spot. Puis, on voit qu'au final, ils sont entre tel et tel spot, donc c'est parfait. Ouais, non, Et mais que ça répond à l'hébergement dont j'ai besoin, etc. Et que voilà, en termes de conversion, on arrive à atteindre la conversion parce que ça a du sens oui. pour l'internaute qui se dit, ouais, en fait, là, j'ai toutes les infos. En plus, ils ont l'air de savoir, de connaître leur territoire, d'avoir des prestations. Mmh. Bien sûr, il faut que la qualité de la prestation derrière soit à la hauteur, tu vois, des conseils à apporter. Mais là, c'était clairement le cas. Donc, du coup, tu te retrouves avec voilà, un joli parcours client, quoi. Ouais, bah oui. Bah, je pense que comme tu disais un petit peu, le fait, par exemple, l'entreprise qui a le blog, parce qu'il faut avoir un truc actualité, et quand tu arrives dessus, il y a rien depuis plusieurs mois, voire années, ça peut être décrédibilisant parce qu'il y a ce moment où tu te dis, bah, soit ils s'en foutent, soit, en fait, peut-être que ça existe plus, peut-être que ça a fermé, peut-être que... Enfin, on peut se dire, c'est bizarre qu'il n'y ait plus d'actu, il y a toujours des choses à dire. Bien sûr. Et ce que tu expliquais après sur justement ce que ça peut apporter, je pense que ça se rapproche de ce qu'on appelle l'inbound marketing. En fait, c'est ce côté où on va créer du contenu à destination de la cible qui va, elle, tomber dessus via ses recherches. En fait, c'est-à-dire qu'on va pas pousser de manière agressive, mais c'est plutôt on va distiller et la personne va tomber dessus. Et comme tu disais, elle va faire elle-même son petit bout de chemin et elle va d'elle-même aller choisir, par exemple, l'exemple que tu disais, cet hébergement-là, parce qu'il correspond, à un besoin, et deux, parce qu'il a expliqué les spots intéressants qu'il y a à côté et sur lesquels ça pourrait être bien d'aller, etc. Voilà, une expertise qui peut me rassurer finalement, moi, en tant que visiteur, parce que je me dis, en plus, ils pourront peut-être nous donner des bons conseils pour aller visiter au-delà, parce que je peux voir que sur son blog, il n'y a pas que tel conseil. Ils connaissent la région, il y a des choses. Ça crée un lien de confiance aussi, quelque part, avec... ça apporte aussi de la crédibilité à la structure, quoi, quand c'est bien amené. Ah clairement. La ligne édito est pensée, tu vois, intelligemment pour servir finalement la mise en valeur de l'offre. Ouais, c'est un vrai plus. Je pense que oui, le blog, en fait, c'est comme n'importe quel réseau social à quelque chose près. Oui, ça peut toujours être utile si c'est bien utilisé. Ça reste un outil. Ouais. Mal utilisé, c'est soit pas utile, soit décrédibilisant, même au pire, ou une perte d'énergie et de temps. Bien utilisé, ça peut clairement être un gros avantage, justement, pour être bien référencé, avoir de l'antériorité, montrer son expertise et attirer des clients à soi de manière plus douce, on va dire, que du marketing agressif. La deuxième question qu'on me pose le plus souvent, justement, quand on parle de blog et que le client se dit « Ok, bon, j'ai une idée, je veux un blog, je veux quelque chose. C'est quoi le rythme idéal ?» Alors, c'est la question que j'ai aussi sur tous les réseaux. C'est la question qu'on me pose sur les réseaux. C'est en gros, il faut que je publie tous les combien, à quelle heure faut que je poste, quel jour, etc. Ça, c'est la question qui ressort énormément. Bon, pour les blogs, le jour et l'heure est, je pense, un peu moins important quand même que pour des réseaux sociaux parce qu'il y a ce côté moins éphémère. Mais d'après toi, en restant, on va dire, à la fois cohérent, à la fois pertinent et en même temps sans se charger la mule ni se stresser trop, c'est quoi un rythme idéal de blog? En gros, à partir de quel moment t'estimes que ça vaut pas le coup et jusqu'à combien c'est intéressant de publier si on a les moyens en termes de temps ou de délégation? Avant de penser à la fréquence, je pense qu'il faut penser d'abord à la régularité. C'est-à-dire que le lecteur, il attendra peut-être même un peu le rendez-vous avec le blog une fois qu'il a bien repéré
Ouais. la fréquence, qu'il a bien repéré un peu la routine d'animation du blog, bah, ce sera peut-être un petit peu voilà, son petit moment à lui où ça lui permet d'avoir un complément d'information sur un sujet qui l'intéresse. Et puis, il faut se dire que Google aussi adore la régularité, donc ça tombe bien. Ouais. Il aime le contenu frais, de C'est qualité, ça. comme les bons produits du marché, n'est-ce pas? Et donc, ça lui convient bien aussi, quoi. Donc, il y a vraiment déjà ça à avoir en tête. Ouais. Et si je parle fréquence, alors je dirais que voilà, pour avoir un ordre d'idée, déjà un article tous les 15 jours, c'est déjà pas mal. Alors bien sûr, si on est sur un article tous les 15 jours, bah, potentiellement, on va peut-être jouer plus sur la longueur aussi. Donc ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que du coup, si tu publies une fois tous les 15 jours, bah, ton article sera peut-être plus long que si tu publies une fois toutes les semaines. C'est sûr qu'une fois toutes les semaines, là, en termes de résultats, tu auras plus rapidement des résultats, c'est certain. Du coup, tu pourras davantage plus varier sur la longueur des contenus que tu proposes, quoi. Donc c'est un peu un jeu d'équilibriste de regarder un petit peu tout ça. Mais voilà, ça pose un petit peu des bases. Je dirais qu'il faut avoir en tête que la fréquence qu'on choisit, elle doit être réaliste. Je parlais tout à l'heure de l'utilité du blog, on parlait des ressources humaines, tu vois, autres techniques, etc. Faut être réaliste par rapport en effet à ces ressources, comme tu le disais, tu vois, faut pas se mettre une pression monstre. On se dit là j'ai tel temps, peut-être que je vais partir sur un article tous les 15 jours, mais je l'écris, je fais un petit truc aux petits oignons et chaque fois c'est un beau contenu que je livre sur une requête et bien travaillé. Et puis, si j'ai un peu plus de temps, je prends l'anticipation et je me dis comme ça, hop là, j'ai de la vision. Mais voilà, faut se dire que forcément, plus on aura une fréquence importante, plus on aura des résultats qui viendront peut-être plus rapidement, parce que forcément, on multiplie aussi les opportunités de se positionner sur nos mots-clés. Donc voilà, c'est de trouver un peu entre tous ces facteurs-là, quelque part, la bonne fréquence, celle qui nous correspond finalement, pour garder la motivation, pour garder notre trajectoire, quoi. Donc toi, du coup, tu t'estimes qu'en effet, on va dire le rythme, alors je mets des gros guillemets à minimal, mais un rythme on met les petits slow, c'est ça. Un rythme slow, acceptable, ce serait à peu près 2 articles par mois, un tous les 15 jours à quelque chose près, ce serait pas mal. Ça. Okay. Et du coup, avec un rythme plus élevé, on passe à plusieurs par semaine, par jour. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller, on va dire, pour que ce soit, bien sûr, en gardant, comme tu disais, le côté réaliste et faisable, mais imaginons on peut. Ce serait quoi une fréquence élevée, intéressante? Je dirais une par semaine, je t'avoue. Oui, bien sûr, selon le sujet, on est d'accord. C'est ça. Mais je dirais qu'une par semaine, ça commence à devenir bien intéressant. C'est un bon rythme déjà. Ouais, c'est déjà un bon sachant rythme. qu'après, il faut aussi que les gens aient le temps de lire. Ouais, déjà, c'est ça ce que j'allais dire dans la création, il faut avoir le temps aussi de produire, tu vois, un contenu de qualité, on va y revenir sur, tu vois, comment aussi on se lance dans l'écriture, etc. Mais faut trouver le bon dosage pour pas être... alors, je dis pas, si on a les moyens, on peut y aller, mais voilà, je trouve que, un par semaine, c'est déjà une bonne fréquence, Ouais, d'accord. Du coup, si quelqu'un devait faire un choix entre 2 gros articles par mois ou un plus petit par semaine, le meilleur résultat pourrait arriver plus avec celui de 1 par semaine, ou ça dépend vraiment du contenu? Ouais, je dirais que ça dépend quand même du contenu. Parce que tu vois, quand on a une fréquence plus haute, ce qui va être intéressant, c'est aussi d'aller chercher la variation entre des contenus plus courts qui sont plus faciles à produire et des contenus, tu vois, plus denses, mais qui apportent beaucoup de valeur ajoutée, tu vois, aussi, parce que quand on est sur des contenus courts, on va peut-être être ce qu'on appelle les snack content, tu vois, des contenus plus courts, plus ludiques, etc. Donc, ou sur des articles un petit peu d'actualité et autres. Du coup, je dirais que c'est un peu la variation entre les deux qui va faire que les résultats seront aussi au rendez-vous, tu vois, en ayant une fréquence de publication plus importante, quoi. Donc, il faut avoir quand même en tête qu'à un moment donné, avoir des contenus, tu vois, un petit peu plus importants, ça va permettre de mieux
à mon sens, de mieux se positionner et puis aussi d'apporter un contenu. Je pense surtout beaucoup à l'utilisateur en premier, tu vois, de se dire, Oui. on écrit pour lui. Il faut que le contenu, au-delà même de la longueur, tu vois, et Oui. finalement de la fréquence, il faut que ça lui apporte un plus et une vraie valeur ajoutée, tu vois, en tant que potentiel client pour notre entreprise, quoi. Donc, Ah bah oui. faut De toute vraiment façon, la qualité prime. garder ça en tête, quoi. Ouais. Et si on va, tu vois, sur la longueur des contenus, je sais que j'ai une collègue, voilà, rédactrice, qui me disait que son petit tips aussi, c'était potentiellement de regarder sur une thématique similaire à celle que l'on traite, de regarder un peu les articles et la longueur, tu vois, Oui. des articles Ça sur peut nous inspirer, ouais. pour se rendre compte un petit peu de la taille, tu vois, de la densité de l'article, pour voir un petit peu ce qui est un peu la moyenne chez les autres, quoi. C'est vrai qu'il y a tellement de concurrence aujourd'hui que c'est bien d'observer un petit peu son monde aussi, de voir un petit peu la moyenne et de voir comment on peut améliorer, comment on peut varier. Et voilà, c'est le juste équilibre après entre ne pas trop regarder, tu vois, et oui, bien sûr. dans notre communication, dans nos axes à nous, mais voilà, ça peut être intéressant. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que si possible, ce qui est bien, et c'est ce que je recommande aussi d'ailleurs pour les réseaux sociaux, mais c'est de prendre un peu d'avance, c'est-à-dire par exemple de rédiger plusieurs articles et après de les programmer. Comment, parce qu'il y a beaucoup pour qui c'est une problématique, ce serait quoi tes conseils pour comment se lancer à écrire et à être régulier? Ouais, alors sur cette notion-là, comme tu dis, il va y avoir beaucoup de choses qui se rapprochent un peu sur la production de contenu de manière globale. Et déjà, c'est de lister toutes les idées que l'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on a une idée, on la note. Alors vous prenez carnet, vous prenez smartphone, vous prenez dictaphone, vous prenez ce que vous voulez. Mais vous notez. En fait, faut trouver le bon média, enfin le bon support pour vider ton cerveau, comme tu dis, un carnet de notes, le téléphone, une note vocale. C'est comme tu le sens, mais il faut que tu aies un endroit où tu puisses vider tout ça et tu dis tiens, là j'ai l'idée, j'ai pas le temps de la traiter, je la pose et je reviendrai dessus plus tard, etc. Je verrai quelque part et je sais que voilà, et pas hésiter même, je sais que au-delà même le sujet de la thématique, mettre un peu même des éléments de contexte. Moi je sais, j'ai plus un peu en forme de tableau d'inspiration chez moi, mais je sais que j'ai une idée et je me connais. Je sais que si je reviens une semaine après, je vais la regarder, je vais dire c'est sympa ce sujet. Je sais pas où je voulais en venir, mais ça avait l'air très sympathique. Ils mettent une ou deux phrases de... Ça donne envie. Mais alors, l'angle derrière n'est pas totalement... Donc si j'ai bien travaillé mon titre dans ma prise de notes, ça peut aider. Maintenant, si c'est mal, tu vois, ça me donne juste une dimension, mais pas forcément le tableau d'ensemble, du coup, ça va être difficile à retraiter. Donc, pas hésiter aussi à remettre un peu des éléments de contexte. Si c'était dans une conversation, tu vois, avec d'autres entrepreneurs, même avec son entourage proche, ou des fois, parce que même dans notre cercle privé, il y a des des réflexions ainsi. Ça pourrait être intéressant de le traiter, ça. Parce que selon ton entreprise, quelque part, ça peut être aussi des clients potentiels. Donc, tu peux te dire, tiens, je me la note. Et puis, tu peux te dire, toi, ce que tu as ressenti quand tu as entendu cette information-là, merci, je ne retrouvais plus mon mot, cette information-là, et puis voilà, enfin, d'avoir déjà quelques éléments de contexte pour pouvoir la retraiter. Ça peut être une ou deux phrases, ça peut être une liste à puces, juste poser des trucs. C'est ça, ça permet de poser des choses, et puis voilà, ça permet pareil de pouvoir après rechercher même par rapport aux mots-clés, tu vois, de se dire... Du coup, ça a été un peu ces mots-clés-là qui ont été d'ailleurs sortis, tu vois, quand on m'a posé la question. Donc, c'est très intéressant. Donc, il faut vraiment se noter tout ça. Donc, je dirais que dans le listing des idées, ça peut être, alors, soit lié à une veille, tu vois, sur les actualités, les tendances du secteur, ce qu'on disait là plus ou moins, mais les questions récurrentes qu'on peut avoir voilà, de la part de ses clients sur ses offres et services, mais aussi sur son métier, sur la vision que l'on a du métier ou du secteur d'activité. Ça peut être très intéressant également. Là, c'est plus nous dans notre argumentaire de vente, mais en lien finalement avec les demandes qu'on pourrait avoir de clients, mais les conseils pour bien exploiter nos offres et services selon ce qu'on vend, selon ce qu'on propose. Et voilà, de se noter vraiment toutes ces idées-là, quoi. Puis même quand on discute avec des partenaires ou d'autres collaborateurs, il y a peut-être d'autres idées qui peuvent nous venir aussi
soit Oui. interview ou des choses comme ça, tu vois, ce qu'on peut faire aujourd'hui, tu vois, à travers un podcast, mais tu dis, voilà, ça peut Ouais. être intéressant de le retraiter, par exemple, tu vois, sous forme d'article de blog. Donc, tu as tous ces Complètement. éléments-là, tu vois, à prendre en considération et vraiment de tous noter. Parce que comme ça, la panne d'inspiration, c'est ciao, bye bye. Mmh. Et on Le se plus dit, important. il y en Parce a que c'est toujours souvent ce un qui peu, bloque, hein. il y en a toujours un peu sous le pied. On se dit qu'au moins, c'est pas ça qui nous bloquera dans la création Ouais. de nos contenus. Donc je dirais qu'il y a déjà ce premier step très Mmh. important, mais sur lequel je pense que tu me rejoins pleinement. Oh Mais oui. le petit tableau d'inspiration qui va bien. Ah, complètement. Et ensuite, on passe sur la deuxième étape qui est le calendrier éditorial, où je sais que tu me Mmh. rejoindras également. Bien sûr. Ah, mais de toute façon, il y a beaucoup de cohérence avec la création de contenu Comme pour les c'est réseaux facile, sociaux, comme hein. c'est facile. Mais mon petit calendrier, plutôt moi que j'appelle Ouais. rédactionnel, mais c'est la même idée. On retrouve le titre de l'article. Si on a déjà pensé même un peu à une idée de plan, comme on disait, de mise en contexte, tant mieux. Après, ça nous donne une V1, hein, soyons clairs, parce Mmh. qu'effectivement, on va pouvoir lui associer dès à présent, je trouve, tu vois, dans mon calendrier rédactionnel, je mets le mot-clé que je vise, tu vois, moi, je fais ma petite Oui. recherche. Par exemple, on peut prendre Google Keyword Planner, qui est l'outil publicitaire de Google, mais qui propose un petit outil à l'intérieur, voilà, pour trouver des mots-clés, pour voir un petit peu Mmh. les volumes de recherche sur les mots-clés. Et ça permet de se dire, est-ce que ce mot-clé-là, c'est intéressant? Tiens, ça fait bien écho à ma thématique, ça pourrait être intéressant de se placer là-dessus. Donc, on se le note Mmh. aussi dans notre petit calendrier rédactionnel, de se mettre aussi la date de création de l'article, la date de publication. Mmh. Parce que comme on disait, c'est important d'avoir la petite, les petites semaines ou la petite semaine qui Ouais. bien pour bien faire reposer l'article et pouvoir refaire une relecture derrière, parce qu'on sous-estime la puissance de la relecture, mais Ah elle est ouais. forte celle-ci. Ah, Et on mais se rend clairement, mais compte, ça, c'est le truc dont je parle à chaque fois, même pour les posts, c'est ne jamais publier un post ou programmer un post sans avoir laissé un temps de décantation et après relecture. Et moi, en plus, alors, je sais pas si toi tu fais ça, parce que pour les articles, c'est un peu plus long, mais moi, je conseille la relecture à voix haute. un Parce que post c'est... là-dessus sur LinkedIn et Ah vraiment, bah parfait. Parce que j'étais moi, c'est ça qui comme fait ça. que ça change tout, en fait. Enfin, pour moi, ça Ouais, change tout. Je me rends compte si mes phrases, elles sont fluides. Je me rends ouais. compte si j'ai pas des redondances. Je me rends compte si je me répète pas trop. Et si quelqu'un qui le lit, parce que beaucoup de gens vont le lire à voix haute dans leur tête, potentiellement, mais vont quand même lire l'information. Donc, je trouve que ça aide à te rendre compte de ce que tu as écrit, en fait. Et s'ils sont fatigués, comme nous aujourd'hui, ils vont même le lire à voix haute. Moi, je fais partie de ces Oui, lecteurs-là. Oui, oui. Oui, oui, messieurs, dames. Je lis tous mes quand contenus. j'ai du mal à me concentrer, moi aussi, je lis littéralement à voix J'ai haute. besoin de Ça, c'est vrai. tu vois, et puis ça me permet de mieux conscientiser ce que je suis en train de lire. Et c'est pour ça que, Oui. si on revient tu vois, un petit peu en arrière, à l'agence web, on m'appelait Canal+, à un moment donné. Si tu veux, je parlais Oui, en c'est vrai. c'est dans mon coin, Ouais, c'est-à-dire que ouais. j'essayais de le faire discrètement, histoire de pas gêner mes petits collaborateurs, mais clairement, j'avais besoin de ça, et que ça soit pour mes relectures de mes propres contenus, Mm. ou pour même relire d'autres articles de blog sur des sites, tu vois, pendant mes recherches. Ça permet quand même de bien assimiler l'information, quoi. Et ouais, Bah dans la oui. relecture, c'est super puissant, même de se rendre compte si la structure est cohérente, si on lit Oui. que les titres, si on comprend direct de quoi on va parler, parce qu'il faut se dire que les internautes, ça va vite, hein, donc des fois, Ah bah oui. ils ont tellement l'habitude, des fois aussi, d'avoir des articles et leur livrent de fausses promesses. Moi, je fais partie aussi de Oui. ces lecteurs-là. Que on fait un petit au bas, on Ouais. revérifie C'est que ça. Tu fais une lecture en Z, là, tac, 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 voilà, tac. c'est ça, répond bien à notre requête, et puis après on va lire. Donc d'où Mm. l'importance de vraiment toujours penser à l'utilisateur en premier. Ah bah oui. Et d'ailleurs, Google est complètement d'accord avec vous si vous faites ça. Ah bah, de manière générale, créer du contenu, si tu penses pas à ta cible, à ton utilisateur, à ton audience, à la personne à qui tu destines en fait ce contenu-là, ça va pas marcher, de Non, toute façon. c'est ça. Et puis, pour revenir sur le calendrier, tu vois, rédactionnel, ouais, c'est comme pour les réseaux sociaux, ouais, ça te permet d'avoir
une longueur d'avance. Et comme on disait, en termes de ressources, notre temps, peut-être qu'on va en avoir plus à un moment donné, moins à un autre. Bon, ça permet de se dire, voilà, là, je peux potentiellement avancer sur la rédaction de tel article. J'ai un petit peu d'avance et je sais que ça me permet de voilà, caler un rendez-vous, mais peut-être pas aussi vite que prévu parce que voilà, j'ai un petit peu d'avance, quoi. Donc ça, c'est en termes de productivité, c'est aussi beaucoup plus intéressant. Donc clairement, moi, je sais que je fonctionne en time blocking. Donc, je me bloque des temps dans mon agenda. Et je suis en time blocking d'avance. C'est-à-dire, par exemple, si comme là, on a fait, si dans 2 semaines, on cale un rendez-vous, toi et moi, ou avec quelqu'un d'autre, je vais caler le rendez-vous, mais je vais caler le temps avant pour préparer le rendez-vous, le temps après pour débriefer ou là pour faire le montage, par exemple, du podcast. Et je vais peut-être même caler même un temps, peut-être 1 semaine avant, pour rédiger les infos, le mail, le machin, tout ce qu'il y a à envoyer, etc. L'idée, en fait, c'est d'avoir le plus de temps dédié à ce que je sais que je dois faire. Quand j'ai une formation, je vais caler la formation, mais je vais caler le temps de rédaction du support, de l'envoi du support au client, machin, etc. Et je pense que avoir de la régularité, ça peut être aussi se dire, je crée un bloc-temps qui a lieu, j'ai un rythme au hasard, 1 fois par mois, où je prends 4 heures, ou peut-être 2 fois 2 heures, faites comme vous voulez. Et là, je vais rédiger mes contenus. Et peut-être après, je me remets un temps de 1 heure, 1 semaine après, pour relire. Et là, programmer, machin, etc. Et en fait, en faisant comme ça, déjà, il y a le système du batching qui fait que quand tu es dans une même tâche, c'est plus facile de faire la même tâche. Comme le batch cooking, pour ceux qui connaissent peut-être déjà, c'est l'idée de faire tous tes plats de la semaine en un coup, puisque tu cuis tout d'un coup, donc tu passes peut-être 2 heures en cuisine, mais après tu passes 0 de reste de la semaine. Là, l'idée, c'est un petit peu ça, parce que rédiger un article, puis s'arrêter, puis reprendre, puis etc., on perd énormément de temps. On a toujours une zone tampon pour rentrer dans une tâche et en sortir, donc qui est plus ou moins longue, mais voilà. C'est ce que j'allais dire. Donc le côté, faire à la suite. Tu te rappelles plus de ce que tu as rédigé avant, il faut que tu re-rentres. C'est ça. Déjà, en plus, ça se trouve, tu vas avoir une autre vision par rapport à la précédente, donc tu as la volonté des fois de tout retravailler et tu fais non. Non, c'est clair. Et du coup, je pense que il faut déjà, ça peut être un rythme, un conseil à mettre en place, c'est je mets un temps et en fait, je le mets dans Google Agenda pour ceux qui ont Google Agenda ou même d'ailleurs, je pense dans tous les outils. On peut mettre quelque chose de répétitif, dire c'est tous les premiers lundis du mois ou j'en sais rien. Avoir ce côté-là. Et si vous avez pris plus d'avance, tant mieux. C'est-à-dire que ce temps-là, vous pouvez vous en servir pour autre chose. Mais sinon, il est déjà pré-bloqué à l'avance, en fait. Moi, c'est mon conseil, on va dire, organisationnel. Ouais. Non, mais complètement. Et puis, il faut se dire, il faut vraiment trouver l'organisation qui nous convient. Et je trouve, quand on parlait de fréquence, tu vois, j'aurais même pu le rajouter tout à l'heure. C'est, tu vois, au-delà de trouver, déjà, c'est trouver une fréquence qui nous convienne. Et après, en fait, le fait d'avoir trouvé cette fréquence qui nous convient, du coup, ça permet de pouvoir caler ses routines, de pouvoir tester et de voir comment on peut articuler tout ça. Et ça, c'est très important de se créer son organisation de manière à ce que ça soit au fur et à mesure de plus en plus fluide et que ça se déroule au mieux, quoi. Tous ces outils-là, ça paraît des fois, on se dit, voilà, mais attends, on a un outil, 2 outils. Après, une fois, finalement, qu'on les a tous assimilés, c'est juste de mettre en place la première fois parce qu'on sort de notre zone un peu potentiellement pour certains. Donc, il faut se recaler 2-3 petits outils. Mais une fois que c'est calé, après, c'est tellement plus simple. Je prends un exemple, mais tu vois, je sais que j'ai une collaboratrice avec qui j'ai pu travailler. Au départ, donc je l'avais formée sur les réseaux sociaux et puis du coup, elle devait animer, tu vois, un groupe Facebook. La première fois qu'on a parlé du calendrier éditorial, j'ai bien vu mais ça a l'air très cadré, tout ça. Mais ça, c'est une réflexion que j'ai souvent pour les clients qui sont un peu plus freestyle ou qui sont plus sur le flow. Ils sont en mode, c'est trop cadré pour moi. Je dis oui, mais tu vas voir. Ça va te permettre après de trouver ton rythme, etc. C'est ça. Et en fait, avec l'expérience, ça s'est fait dépasser 1 fois, 2 fois, et puis elle est retournée sur le petit calendrier éditorial. Et en fait, comme tu dis, elle s'est calée un temps. Potentiellement un peu sur l'exemple un peu Pomodoro, de ce que j'envoyais à l'extérieur où elle faisait un petit temps de 20-25 minutes, une petite pause et puis après hop elle repartait pour le même temps de 20-25 minutes et
Ouais. Et puis, bah, ça déroulait et elle me dit, bah, en fait, ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait, elle créait son contenu, elle le reprogrammait derrière et puis, Mmh. hop, elle avait de la visibilité sur un mois, sur voilà. Et ça te permet justement, là, dans le cadre du groupe Facebook, parce que c'était quelque chose qui était autour de l'événementiel, bah, d'avoir plus de disponibilité s'il y avait des modifications en arrière et pas avoir le sentiment d'être submergée. Parce qu'à côté de ça, elle Ouais. avait aussi d'autres tâches et d'autres actions à mener. Bah, bien sûr. Ça permet voilà, de se dégager mentalement cette charge, et ce qui n'est pas négligeable. Ah bah, ça, c'est sûr. Surtout quand tu es à ton compte. En fait, la création de contenu, c'est qu'une petite partie de ton travail. C'est Dans ça. tous les cas, même si c'est ton métier, c'est qu'une petite partie, pardon, Tout à parce fait. que tu vas le faire après pour tes clients, etc. Donc, il faut que tu te réserves ce temps pour que tu le fasses et que tu sois pas, comme tu disais, en retard ou débordé. Mais ça doit être un temps bloqué. Et je pense que la méthode Pomodoro peut être intéressante. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je l'explique très rapidement. La méthode Pomodoro de base, c'est 20 minutes de travail, 5 minutes de pause, 20 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et je crois qu'au bout de 3, Ouais. c'est une grosse pause. Ouais, C'est ça ça, doit être 10 minutes, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Là, moi, je t'ai fait un peu Je un sais mix parce plus, que mais- c'est un peu plus à sa sauce, mais ça fait un peu ça. Oui, C'est qu'on a une longue moi, je sais période. que je fais du Pomodoro avec un autre rythme. Ouais, c'est ça. Parce que moi, en fait, j'ai besoin d'un rythme long, parce que quand je suis dans mon flow, je suis dans Moi, mon je suis un peu flow. comme toi. Et Ouais. moi, je fais du Pomodoro 50-10. Donc, parce que je suis plus à l'aise. Mais en fait, chacun peut trouver son rythme. L'idée, c'est d'avoir une session de travail timée, de faire une petite pause, histoire de, voilà, s'aérer Prendre du l'esprit, recul. boire un coup, aller aux toilettes, prendre du Ouais. recul. Et après, de se replonger dedans, en fait. Et alors, ça fonctionne pas pour tout le monde, je dis tout de suite. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec Pomodoro. Mais pour ceux qui n'ont jamais testé, je conseille de tester. Il y a plein de manières de faire du Pomodoro. Il y a des extensions sur votre navigateur. Il y a des petits outils qu'on peut installer. Vous allez sur YouTube, vous tapez playlist Pomodoro ou quoi. Moi, je sais que j'ai ma playlist dédiée de Pomodoro spéciale ambiance Harry Potter automnale. Donc moi, je me mets ça à chaque fois. Ça marche très bien pour moi. Moi, ça marche très bien. C'est ambiance bibliothèque de Poudlard. Tu m'avais montré ça, voilà. il me semble, une fois. Ouais. Et moi, ça marche. Mais par contre, en effet, moi, je fais du 50-10. Je crois, de mémoire, c'est Ouais. 50-10. Parce qu'en fait, ça me fait un bloc d'1 heure. Et je sais que moi, 20 minutes, c'est un peu trop court. Ouais. En fait, le temps que je me mette dedans... En fait, je pense que ça dépend des tâches, hein, bien sûr. Par exemple, pour de la compta, je pense que 25 minutes, c'est très bien, parce que tu fais... en 20 minutes, tu peux faire plusieurs factures, etc. Mais c'est ça. Mais pour de la création de contenu, je trouve que ça peut mettre du temps à se mettre dedans. Et je pense qu'il vaut mieux se mettre un temps, un chouille plus grand que prévu. Et quitte à ce qu'on se dise, ah bah j'ai fini plus tôt que prévu, tant mieux. Ouais. Mais éviter de... Alors, sans dire, je me laisse la journée, faut quand même se timer, parce que justement, il y a besoin d'avoir... Je trouve que de la contrainte naît la créativité, tu vois. Faut quand même que tu dises, il faut que je sois efficace. Ouais, tout à fait. Mais moi, je suis un peu comme toi. C'est des fois, au-delà, tu vois, même de suivre la technique, moi, je sais qu'il y a des fois, c'était simplement le fait d'appuyer sur le timer, en fait. Mais juste le fait d'appuyer sur le timer, je me suis dit, hop, je suis sur un truc. Et si je sens que je suis dans le mood de je m'arrête pas, même si j'entends mon Pomodoro s'arrêter, je me dis, bah non, j'y vais. Mais ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier et de me dire, bon là, hop, on se lance, quoi. Il n'y a plus le temps, on y va. Souvent, c'est ça, en fait. C'est que Et ça c'est te permet moi, d'oser te lancer. Je fais partie de ces gens-là où c'est simplement le fait de se lancer, où ça peut être... la mise en route peut être un petit peu compliqué, mais une fois qu'on est lancé, après on est lancé. Comme toi, je peux être dans un temps de concentration assez long, en fait, finalement. Donc après, je prends ma pause. Pareil, je respecte quand même le fait d'avoir une petite pause, de voir une petite récompense quand c'est des choses que c'est pas ce que je préfère. Oui. De nous montrer une petite vidéo après, ou un petit 2-3 pages de livre, ce que vous voulez, mais une petite récompense, une petite pause café avec les collègues, peu importe, mais quelque chose qui fait du bien au moral, et puis après on se relance, quoi. C'est l'histoire de 5-10 minutes, et après on y retourne, quoi. Et ce qui peut aider pour certains, en tout cas, alors pareil, ça ne fonctionne pas forcément pour tous, mais si vous avez jamais testé et voyez si ça vous aide, ce qui peut vous aider, c'est de vous faire des routines. C'est de te dire, par exemple, quand tu vas faire ta créa, tu te prépares ton petit thé, ou ton petit café, ou ton chocolat, ou que sais-je, tu te mets dans une bonne ambiance, tu te mets la musique, ou pas, ou le bruit blanc, je crois qu'on appelle ça, l'ambiance dont tu as besoin, tu cliques sur ton timer, et tu te mets dedans. Et en fait, le fait de créer une routine comme ça, ton corps et ton cerveau vont comprendre que quand tu fais ça, c'est que tu vas créer derrière. Créer ou autre tâche, hein. D'ailleurs, ça marche pour tout. Ça aide beaucoup. Moi, je sais que j'ai une routine qui s'est mise en place depuis peu de temps,
J'ai ma copine et collègue Charlotte qui m'a offert de l'huile essentielle de, je sais plus, parce qu'à force de l'utiliser, j'ai complètement effacé l'étiquette, mais elle saura dire, mais qui est vachement bien, et de l'huile essentielle de je sais plus quoi, et en fait c'est un petit roll-on que je peux me mettre là, je fais ça, et après, en gros c'est pour aider à la concentration. D'accord, ok. Ça marche pas, c'est pas la question, mais c'est qu'en fait quand je le fais, je me rends compte que je passe en mode un peu machine. Je le sais à ce moment-là. Voilà. Et quand j'ai besoin de passer en mode machine, je vais le faire. Quand je sais que c'est cool, j'en mets pas. C'est ça. Mais quand j'ai besoin de passer en mode machine, je le fais. Je l'ai fait juste avant le podcast, en mode là, faut que je sois concentrée. C'est vraiment ça. C'est que en fait, on voit même que tu vois, à travers nous deux, même nos routines d'organisation évoluent aussi selon l'état mental dans lequel on est. Donc déjà, il y a le fait d'adapter les routines d'organisation qu'on dirait classiques, tu vois, mais pour soi, comme tu disais, toi, par rapport à Pomodoro, où tu n'es pas sur le standard, tu vois, que nous dit Pomodoro, mais tu l'adaptes à toi. Puis moi, comme toi, tu vois, Pomodoro, je sais que je l'utilise pas tout le temps. J'utilise que quand j'ai besoin, tu vois, d'avoir un petit plus pour me pousser à l'action et que j'ai besoin d'y aller un petit peu davantage, quoi. Mais par ailleurs, tu vois, quand je suis dans un truc cool, tu vois, j'ai une autre routine qui va être de mettre de la musique, et je me rends compte que quand j'entends plus la musique, c'est que je suis full concentration. Souvent, ça m'arrive. J'ai un article et là, tu sais, d'un coup, tu sors de ta bulle et tu dis, j'étais à fond concentrée. Complètement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'état de flow. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc, c'est quand t'es vraiment tellement focus que y a rien d'autre qui se passe autour. C'est ça. Bien sûr que tu sors de ta bulle quand il y a besoin, mais s'il y a rien qui t'en sort, même, on est quand même pour notre monde, que tout le monde soit rassuré. Je pense petit tips aussi qui peut être utile, et on va reparler des tips après si t'en as d'autres pour la partie plus rédaction, mais petit tips pour l'organisation, c'est moi ce que je conseille en tout cas, c'est de faire le test du chronotype. J'ai fait un épisode dédié à ça, qui parle des chronotypes, en fait, pour se rendre compte de à quel moment aussi on est créatif. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez rédiger des articles de blog et prendre une régularité, etc., et que vous vous rendez compte que vous rédigez super bien le matin ou l'après-midi ou après manger ou le soir ou j'en sais rien, mettez-vous plutôt ces temps à ce moment-là, parce que si vous les mettez, par exemple, si vous êtes vachement du matin et que vous mettez un temps de rédaction le midi après manger, ça risque d'être flingué d'avance et vous n'allez pas être content de vous allez galérer, vous allez avoir du mal à vous mettre dedans, alors que si vous mettez la bonne tâche au bon moment par rapport à comment vous fonctionnez, vous allez 3 fois plus vite. Moi, je sais que la partie création, c'est le soir. C'est clair, net et précis, c'est le soir. Même l'enregistrement ou des choses comme ça, il faut pas que ce soit trop tôt le matin. Alors non pas, parce que je me lève tôt, c'est pas la question. Moi, pareil. C'est pas que le matin j'ai la tête dans le cul ou quoi. C'est juste que le matin, mon cerveau, il est branché pour d'autres types de tâches. Tout ce qui va être ultra administratif, carré et tout, le matin, pas de problème, il y va à fond. On est dans le et à partir de 11h30, c'est ça en fait. Et à partir de 11h30, je peux faire des rendez-vous, je peux être plus à l'aise pour des choses comme ça, et en plutôt milieu, fin d'après-midi, voire fin de journée, la partie rédaction, créer des visuels, rédiger les posts, relire les contenus, etc., c'est le moment où moi, c'est mieux pour moi. Donc essayez de tester aussi des moments qui sont bons pour vous, et de vous rendre compte quand est-ce que c'est bien en termes de moments dans la journée, et peut-être aussi moments dans la semaine, pour celles et ceux qui ont des plannings spécifiques, du style si vous avez des enfants, si vous n'êtes pas dispo le mercredi, si j'en sais rien, si vous avez une activité autre aussi, ou si vous avez même un travail salarié à côté, trouvez le bon moment dans la journée et dans la semaine où vous allez pouvoir faire ça. En fait, vous allez être à l'aise avec ça. Et prenez votre rythme à vous, en fait, le plus possible. Ouais, complètement. C'est vrai que ça, c'est important de trouver les zones où on se sent le plus à l'aise dans les processus de création. Il faut se dire qu'à chaque étape de la journée, on est plus à même de faire telle ou telle tâche, quoi. Et je te rejoins complètement. Je suis comme toi le matin. Faut que ça soit des trucs bêtes, méchants, où ça me demande pas une réflexion monstre, où j'abats de la tâche, je me dis hop. En plus, ça fait du bien au mental, parce que la to-do list qui se rédige. C'est ça, et puis ça permet d'être sur des tâches plus de fond sur d'autres périodes de la journée, quoi. Mais non, c'est clair et net. Par exemple, moi je sais que la digestion, il ne faut pas compter sur moi, par exemple. Ah, mais en fait, si tu le sais, tu te mets tu te time block ton repas et ta zone de de digestion de se remettre tu fais dedans, mais après au moins je repars et à ce moment-là, soit tu te dis je fais rien, soit tu te dis comme je sais que je serai pas efficace, je vais peut-être
plutôt écouter un podcast, regarder une vidéo, lire un bouquin pro, par exemple, Ouais, à ce c'est ça, moment-là, si tu veux complètement. vraiment rentabiliser ta journée. Bien sûr. Mais te dire, bah, là, je sais que je vais si produire, ça va être compliqué, Ah, en c'est fait. ça. Et puis il y a d'autres. C'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut varier entre les tâches aussi. Donc on peut toujours Ouais, trouver un panel de tâches qui est assez vaste dans c'est son ça. métier ou dans son poste. Donc ça permet de pouvoir jongler, on va dire, efficacement après entre toutes celles-ci pour avancer, quoi, pour être productif. Ouais. Complètement, ouais. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais un ou deux petits tips à nous partager pour la partie rédaction pure et dure? Là, on a parlé un peu la partie Ouais. création et moment de création, mais pour la partie rédaction, oser se lancer à écrire, etc., est-ce que tu as des petits tips à partager? Alors bah, bien sûr, je vais parler d'un l'incontournable IA, mais voilà, c'est vrai que sur la création de contenu, enfin, je sais que tu en as parlé toi sur tes réseaux sociaux, mais pour tout ce qui est voilà, justement pour l'animation de réseaux et de posts, et clairement bah, pour la rédaction web, ça peut être la même chose, ça peut nous aider à avoir une autre vision sur une thématique ou apporter un autre regard parfois. Voilà, c'est un peu comme si on parlait à notre prospect, donc on peut avoir cette petite interaction, c'est-à-dire qu'on peut se noter, voilà, qui il est, paramétrer un petit peu notre, prendre ChatGPT par exemple, mais on peut lui expliquer qui il est et où on veut qu'il aille, et puis après lui demander un retour, tu vois, sur ces écrits-là. Donc ça peut être intéressant et ça peut nous donner une autre perspective sur notre contenu. Clairement, pour moi, c'est plus un outil complémentaire qu'un outil de création en propre. Bah, on est d'accord. Voilà. Mais ça reste intéressant, quoi. Ça permet d'avoir cette complémentarité avec nous, notre regard, ou selon en plus l'état d'esprit dans lequel on est, bah, ça permet d'aller un petit peu plus loin parfois en disant « Ah, mais ça, j'y avais pas pensé » et hop, de nous raccrocher après nos compétences et de se dire « Ah, je peux aller plus loin sur cette thématique et je peux développer des revenus là-dessus. » Pour celles et ceux qui se posent des questions sur l'IA, j'ai enregistré un épisode dédié là-dessus avec Guillaume. Alors, on parle pas de la partie rédaction, mais on parle de la partie création pure. Ouais. Et je pense que, comme tu le dis, c'est un excellent outil de soutien. Donc, à tester, à essayer et à voir si ça peut vous aider. Ouais, complètement. Et bah, intéressant d'aller voir, d'écouter ce podcast ou de le voir sur YouTube, comme vous voulez. Ah, tu me fais ma pub en plus. C'est ça. Mais non, mais c'est parce que je pense que l'IA, voilà, quel que soit le métier, voilà, il y a des choses qui reviennent du moins sur la réflexion qu'on peut avoir sur cette technologie. Donc c'est toujours intéressant, tu vois, d'avoir ces retours-là. Après, sur la rédaction, sur la partie plus productivité, pareil, pour faire le lien avec ce qu'on disait sur l'organisation, mais il y a tout ce qui est recyclage de contenu, quoi. Partez également de l'existant pour se lancer. Quand je parle d'inspiration, c'est vrai que je suis passée un petit peu à côté de ce sujet-là, mais il y a aussi la notion, bah, par exemple, vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, bah, listez les contenus où vous dites, là, il y a un potentiel où je me suis restreinte parce que j'avais plein de choses à dire. Et en fait, hop, on peut s'éclater, quoi. On peut y aller. Et puis, en plus, si ça match avec une requête voilà, stratégique recherchée par des internautes, banco, quoi. Ah bah oui. Allons-y, quoi. Donc vraiment, faites votre petit listing voilà, d'inspiration aussi à travers les contenus existants que vous pouvez avoir. Quand je dis contenus existants, là, on parlait des réseaux sociaux, mais même ça peut être sur des brochures commerciales. Vous voyez tel sujet, vous dites... En vrai, ça pourrait être intéressant de développer telle ou telle thématique, quoi. Donc, vraiment, partez de l'existant et voyez comment vous pouvez le retravailler sous un angle, voilà, qui est plus de l'ordre, voilà, de l'informationnel ou conversationnel, enfin, ce que vous voulez. Mais vraiment de retravailler ces contenus-là, parce que c'est déjà une mine d'informations incroyable. Donc, basez-vous sur l'existant, quoi. Enfin, c'est déjà une richesse entre les mains. Donc, passez pas à côté, quoi. Des fois, il faut pas repartir tout de zéro, quoi. Il faut déjà partir de ce qu'on a et puis voir comment on peut le développer, l'améliorer. Je vais reprendre ton image de ton petit potager, là. Mais clairement, on a nos salades, mais on peut les faire encore plus belles, on peut les améliorer, on peut ajouter un petit peu à côté. Donc, franchement, faut pas hésiter, quoi. Après, sur le choix des mots-clés, je pourrais parler un petit peu des volumes, tu vois, de recherche. Je parlais tout à l'heure de... Google Keyword Planner, s'il y en a certains voilà, qui veulent aller regarder et prendre un petit peu l'outil, voir un peu comment ça fonctionne. Bon, après, il y a d'autres outils un petit peu qui permettent de retrouver un peu ces informations-là. Je regarde Google Trend, moi, des fois. Ouais, aussi, ça permet d'avoir d'avoir une vision un peu sur les volumes de recherche, donc ce qui peut être intéressant. Je vais prendre un peu les fourchettes qu'on peut avoir sur Google Keyword Planner, mais entre, par exemple, 100 à 1000 tu vois, recherches mensuelles.
on se dit déjà que c'est un mot-clé qui peut être intéressant parce que un peu moins concurrentiel que la fourchette qui est au-dessus, tu vois, de 1000 à 10 000. Donc, où on a un public potentiellement un peu qualifié, en général, un peu sur des mots tu vois, de moyenne traîne, entre guillemets, donc c'est-à-dire 2-3 mots-clés, voire longue traîne, un peu plus de 3 mots-clés. Donc ça permet voilà, de se positionner sur des petites requêtes un petit peu intéressantes. Après, si on voit une opportunité sur du 1000, 10 000, tu vois, pareil, ça demandera peut-être parfois un petit peu plus de détermination, mais on peut se positionner sur ces mots-clés-là. Et c'est vrai qu'en termes de visibilité, pour le coup, en termes de notoriété, ça peut être des belles portes d'entrée vers notre site internet. Parce qu'il faut se dire ça aussi, c'est que notre blog, je vais y revenir dans un autre tips, mais voilà, faut penser à la navigation complète et le parcours complet du client après à l'intérieur, quoi. Plutôt du prospect. J'ai déjà envie qu'il soit signé, qu'il soit là, mais on est plus sur le prospect. Bon, après, ça peut être un client déjà fidélisé, attention. Bien sûr. Mais voilà. Et en dessous, de 100 à 1000, en dessous, oui, c'est ça, de 100 à 1000, je vais peut-être recommencer ma phrase. En dessous de 100 à 1000 recherches mensuelles, c'est aussi potentiellement très intéressant, mais alors là, on n'est pas sur une logique de notoriété, tu vois, on est vraiment sur une logique de conversion. On se dit on est sur du prospect, mais ultra qualifié, quoi. C'est-à-dire que... Très niché. Très niché. Alors ouais, on ne serait pas super visible sur le moteur de recherche, mais par contre, on va aller chercher des gens ultra intéressés, quoi. Donc moins visible, mais peut-être potentiellement plus de conversion à la clé si on arrive à bien articuler son article de blog, quoi. Donc potentiellement bien intéressant, quoi. Donc ça, c'était plus pour les volumes de recherche mensuels, tu vois, pour calibrer des fois, parce que je sais que ça peut être compliqué. Déjà, il faut trouver un mot-clé. Il faut se dire, mais qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? Ah, c'est pas évident. Donc, c'est vraiment pas évident de calibrer un peu les choses. Donc, c'est pour donner un peu quelques pistes, tu vois, de réflexion. Et puis, j'ai parlé de la lisibilité, parce qu'on parlait de la relecture, etc. On parlait de la clarté, tu vois, quand on regarde un petit peu le contenu. C'est clair que quand on s'imagine face à un gros bloc de contenu, je sais pas toi, mais moi, en général, je fuis. C'est-à-dire que je vois, je fais... Non, pas aujourd'hui. Il faut aérer. Voire jamais. Et clairement, voilà, c'est vraiment la notion d'aérer, de bien hiérarchiser, comme on disait tout à l'heure. Un internaute, potentiellement, il va regarder comme ça le contenu en diago. Donc, déjà, il faut que les titres soient vraiment parlants et que même en détaché du texte, que tout soit bien articulé. Le fait que potentiellement, on ait une idée par paragraphe pour pas noyer aussi l'internaute dans nos réflexions, parce que nous, on en a plein, on a notre fil conducteur, mais il faut que lui puisse nous suivre, et ce qui fait la liaison aussi avec tout ce qui est vocabulaire utilisé. Ça, au tout début de notre échange, mais sur à qui on s'adresse. Alors oui, c'est un public qui est très technique, très éclairé sur la thématique. Oui, on pourra utiliser peut-être du jargon, un vocabulaire spécifique. Si on s'adresse à un grand public, il faut avoir en tête que notre contenu, il doit être accessible, qu'il doit être compréhensible du plus grand nombre. Et dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre profil, il faut qu'on soit précis, concis, clair. On ne fait pas des phrases à rallonge, on va à l'essentiel, quoi. On ne complique pas la vie, quoi. Il faut que le contenu, il soit, comme tu disais tout à l'heure par rapport à la relecture, il faut que ça soit fluide, quoi. Et, c'est ça. Et d'ailleurs, ça évite aussi un peu tout ce qui est suroptimisation, quoi. Faut pas caler non plus toutes les 4 minutes. C'est fatigant à lire en plus. Un petit peu au fur et à mesure et stratégiquement dans le contenu. Si on se sent pas à l'aise avec cette technique-là, c'est là où on peut faire appel à un rédacteur. Mais en tout cas, dans l'idée, faut que ça soit fluide. Si déjà vous lisez votre contenu et que vous-même vous en avez marre de faire 10 000 fois votre boucle, il y a potentiellement un souci sur la rédaction du texte. C'est clair. Donc, une chose qui peut peut-être aider, c'est que dès le départ, tu poses ton ou tes mots-clés et toutes les tournures de phrases qui veulent dire la même chose pour éviter de te répéter à chaque fois ou des mots synonymes ou des choses comme ça, ça peut peut-être aider. Après, moi, je sais que je suis plus de la team, tu vois, où je fais un premier jet
Je pense même pas Ouais, c'est au ça. référencement. Et puis après, je me dis, là, je pourrais le caler et je le cale un peu plus tôt au fur et à mesure en me disant pour que ça soit En gros, tu équilibré. rédiges. Ouais. Je rédige Ouais. un premier Tu jet, rédiges moi, avec et mon après écriture, t'optimises. et après j'optimise plutôt dans ce sens-là. Hmm. Je suis plus de cette team-là parce que ça me permet de mieux équilibrer aussi un petit peu mon texte. Oui, Quelque oui. part, il y a déjà l'univers sémantique parce qu'il faut savoir quand vous rédigez aussi avec votre mot-clé principal, il y a le mot-clé principal, mais c'est important de le corréler à son univers sémantique, à des mots-clés un petit peu similaires, etc. Et comme ça, en fait, naturellement, vous vous rendrez compte que vous le faites déjà un petit peu naturellement. Après, c'est Ah bah oui. de retravailler et de peaufiner l'ensemble. Mais ça permet justement de ne pas se focal uniquement sur le mot-clé à tout prix et justement tomber dans le piège de la suroptimisation, quoi. Moi, je fonctionne comme toi, hein, donc. Ouais, c'est qu'en gros, c'est important que l'internaute, en tout cas quand il arrive sur l'article, déjà il respire et en plus il identifie que l'article répond direct à son besoin. Il a cliqué pour une intention de recherche, pour une requête spécifique et puis on y répond d'un coup et en plus c'est agréable à lire, quoi. Quel bonheur. Oui. Quel bonheur, mais quel bonheur. Et là, c'est tout gagné. Et finalement, c'est tout ce qu'on demande. C'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le quatrième un peu tips, où il y avait plein de mini-tips à l'intérieur, mais c'était la grande idée. Et puis, je dirais qu'en dernier, il y a tout ce qui est maillage. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Le maillage, c'est le fait de mettre du lien entre les pages, que ce soit en interne, donc entre les pages de votre propre site web, votre blog, etc. Ou avec du coup un site extérieur, ça peut être avec des partenaires, ou si vous avez un site, vous avez différents sites, de faire des liens entre les deux, si les thématiques peuvent correspondre. Mais un article de blog, comme on disait, ça peut répondre aussi à un objectif de conversion. Faut pas oublier que en gros, ça permet d'avoir plusieurs nouvelles portes d'entrée et ces portes d'entrée, elles doivent être aussi réfléchies par rapport à la stratégie derrière, quoi. C'est-à-dire pourquoi je rédige cet article et quelle est sa vocation derrière, et puis du coup selon sa vocation, quels sont les liens que je peux faire moi avec les pages de mon site internet et où je veux emmener quelque part l'internaute derrière, quoi. Toute action doit être réfléchi. Je pense que tu me rejoins là-dessus, mais ça permet de vraiment faire la liaison entre le lien entre les pages et ce qui est intéressant, nous, pour répondre après à l'objectif final, quoi. Il faut pas l'oublier, quoi. Je suis bien d'accord. Voilà. Donc en termes merci, parce que là on a plein de choses, je pense. Clairement. Ça va. Oui. Là, il y a de quoi faire, à mon avis. Du coup, pour celles et ceux qui voudraient te retrouver, venir échanger avec toi, te contacter ou autre, où est-ce que tu es disponible, on va dire? Alors, où est-ce que tu es présente? C'est ça, je suis présente pas mal sur LinkedIn, donc Aude Montaudoin, tout simplement. Et puis sur Instagram, sous le nom de Pensée Créatrice. De toute façon, je mettrai les liens. Je me doute que tu mettras des petits liens, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais voilà, vous pouvez me retrouver globalement sur ces deux réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, parce que je pense que c'est pareil, encore une fois, un épisode ultra riche en conseils, en tips, on a parlé aussi bien blog, référencement, rédaction, organisation. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à avoir en tête. Merci encore beaucoup, Aude. Merci à toi pour l'invitation. C'était un échange super sympa, donc top. Avec plaisir, comme d'habitude. Et puis, de toute façon, nous certainement à bientôt. Et puis, bonne journée à tous.